C'est rare de trouver une Allemande avec un vrai moteur central arrière, un design magnifique et des performances de fou. Armstrong a décidé d'acheter une R8 aux enchères pour la réparer. Le but, c'est de remettre la bagnole dans son état d'origine, voire mieux, pour en faire un cadeau à son pote Liam. Alors on va voir la réparation d'une Audi R8 Facelift modèle 2022. Mais avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Autorépa et c'est parti. L'accident était violent. Tout le choc venait de l'arrière, c'est pour ça qu'ils se sont d'abord concentrés sur la partie arrière de la caisse. Bon, de loin ça a l'air pas terrible, mais généralement il n'y a rien qui touche au châssis ou aux pièces qui l'entourent. Ça leur donne bon espoir que la réparation va pas prendre trop de temps ou coûter une fortune. Là, il n'y a aucun airbag qui s'est déclenché, donc il peut la bouger normalement. Et ça fait économiser sur le remplacement des airbags et aussi réduire le boulot pour les changer. Mais la roue arrière était littéralement détruite. C'est le seul truc qui va empêcher de rouler complètement. Mais ils ont trouvé une solution temporaire pour rentrer la voiture au garage et commencer le travail. L'accident a touché pas mal de pièces dans la structure et la carrosserie, et directement dans le sens de l'impact, ça a démoli toute la suspension. T'as les bielles de liaison et le bras de contrôle arrière. Des pièces essentielles comme ça, quand elles sont touchées, ça rend la voiture incapable de tourner ou rouler correctement. Les dégâts visibles demandent un remplacement complet de ces pièces. Bon, en gros on a identifié la plupart des dégâts sur cette R8, mais avant qu'on commence les étapes de réparation, viens d'abord voir une autre Audi, mais cette fois, c'est le modèle S3. Cette version a un moteur 2000C qui sort environ 380 chevaux avec un couple de 420 Nm. Ces chiffres la rendent super puissante par rapport à sa taille et son poids, et là aussi t'as le Quattro, ou la transmission intégrale célèbre d'Audi. Ce système offre une stabilité et une traction excellente dans toutes les conditions. Cette voiture était supposée cracher de la fumée blanche, et beaucoup. La fumée blanche, c'est généralement un indicateur de problème dans la combustion d'huile dans le moteur. Au début, ils soupçonnaient le turbo, parce que s'il y a un problème avec le turbo, il peut facilement faire fuir de l'huile dans la chambre de combustion. Ils ont enlevé le cache plastique du moteur et aussi d'autres pièces couvertes d'huile. La présence d'huile ou les fuites sur ces pièces confirmaient qu'il y avait une fuite dans les chambres. Ils ont décidé de remplacer le turbo complètement pour être sûr de résoudre le problème à la racine. Alors ils ont acheté un kit turbo neuf. Il a commencé par démonter le tube du filtre à air, lever la voiture sur un pont et après démonter les deux roues avant. Ensuite, il a continué à démonter le tube du filtre à air, mais d'un autre endroit. Les amortisseurs de cette voiture n'étaient pas top. Il a démonté le carter de protection droit. Il a acheté de nouveaux amortisseurs, meilleurs que ceux qui étaient montés sur la voiture. Il a enlevé complètement la batterie. C'est une étape importante pour garantir assez de sécurité s'il bosse sur l'électricité de la voiture. Il a commencé à démonter les amortisseurs avant et a enlevé aussi le carter de protection gauche. Liam essayait ici de démonter les boutons d'origine qui sont montés sur le volant pour les remplacer et monter de nouveaux boutons de commande. Armstrong voulait surélever un peu la voiture du sol, parce que lever la voiture du sol facilite son passage sur les dos d'âne et réduit les risques de frottement. Normalement, le ressort se monte à cette hauteur sur sa base. Le nouveau ressort est un peu plus haut que l'ancien. C'est une solution directe et simple pour augmenter la hauteur de la voiture, sans modification compliquée. Comme ça, pas besoin de faire autre chose pour augmenter la hauteur. Il a monté le ressort et installé la base par-dessus. Cette base supérieure fixe le ressort et l'amortisseur dans le châssis. Liam démontait les boutons qui sont sur le volant. Il a fini par mettre les nouveaux boutons et refermer le volant. Pendant ce temps, Armstrong montait le nouvel amortisseur. Il a commencé à vidanger l'huile de boîte et a aussi acheté du liquide qui nettoie et fait briller la voiture. Il a pris un spoiler avant pour le pare-choc, mais sa taille et ses supports n'étaient pas super ajustés et ça reflète le défi de monter des pièces non d'origine ou conçues pour un modèle différent. Parce que l'aileron qu'ils ont acheté, c'est pour la RS3, pas la S3. Mais au final, ils arrivent à le monter normalement et ça avait une bonne gueule. Après avoir fini le boulot sur la suspension arrière, ils sont allés bosser sur la suspension avant. Ils ont démonté aussi les amortisseurs et ressorts avant pour monter les nouveaux à leur place. Pendant ce temps, Liam démontait l'ancien turbo de sa place. Allez, rapidement, on va se rappeler ensemble comment ce turbo fonctionne et c'est quoi l'idée de son fonctionnement au départ. Il y a une partie dans le turbo qui s'appelle turbine et qui ressemble à une hélice. Cette turbine est responsable de transformer l'énergie des gaz d'échappement en mouvement de rotation. Normalement, les gaz d'échappement tapent dans son hélice et la font tourner à très haute vitesse. Ces vitesses peuvent atteindre 100 000 tours par minute. Cette turbine est reliée à un arbre fin qui s'appelle shaft et qui se trouve dans la partie centrale du turbo. Ce shaft, c'est le lien qui transmet le mouvement de la turbine vers le compresseur de l'autre côté. À l'autre bout du même arbre, il y a un compresseur et sa fonction, c'est d'aspirer l'air pur de l'extérieur de la voiture jusqu'à ce qu'il passe par le filtre à air et le comprime fort vers le moteur. Cet air comprimé, après refroidissement, a une grande densité. Et à ce moment-là, il y a plus d'oxygène qui va vers le collecteur d'admission ou le manifold au-dessus du moteur. Bien sûr, quand il reçoit cet air, la combustion dans la voiture augmente. Et ça lui fait sortir plus de chevaux, et augmente aussi le couple, et son accélération devient plus forte. Ça, c'est l'ancien arbre de transmission. L'arbre de transmission, c'est la pièce principale pour transmettre le mouvement de la boîte aux roues.
et c'était clair sur son état, qu'il était très mauvais. Alors il achète un nouvel arbre de transmission et commence à le monter à sa place. Bien sûr, le radiateur interne de cette voiture avait plein d'huile dessus, et pour atteindre ce radiateur qui est placé derrière la clim, il faut démonter tout l'avant, c'est-à-dire démonter les phares et le crash bar pour pouvoir juste atteindre le radiateur. Une étape qui demande du temps et des efforts, bien sûr, mais il a commencé à faire ça rapidement. Il a démonté le premier phare qui avait besoin d'un peu de polissage. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux, qui préparait le turbo pour qu'il soit prêt au montage direct. Il l'a monté à sa place, mais ne l'a pas encore fixé avec ses vis et écrous. Il a acheté un nouveau seuil noir, et a commencé à le monter et le fixer en place. Il a démonté la bobine d'allumage pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'huile dessus, et a commencé à la remonter. Les bobines d'allumage sont responsables de générer l'étincelle nécessaire pour brûler le carburant dans les bougies. Il a commencé à démonter complètement l'avant du crash bar. Après ça, il a atteint le radiateur interne et a commencé à le sortir. Bien sûr, il avait besoin de nettoyage. Et pour nettoyer ce radiateur en particulier, généralement tu vas avoir besoin d'essence ou quelque chose qui contient de l'alcool. Alors il a pris de l'essence et a commencé à en mettre un peu dans l'ouverture du radiateur. Il a commencé à bouger le radiateur pour que l'essence atteigne toutes les parties internes. Après ça, il a ressorti toute l'essence du radiateur. Ce processus de nettoyage simple remet le radiateur dans son état d'origine et garantit ses meilleures performances. Il a fini ça et a pris le radiateur pour le remonter dans la voiture et a remonté les tuyaux et reconnecté ses durites. Bien sûr, il faut monter les tuyaux solidement pour qu'aucun air comprimé ne fuite. Il a monté le crash bar et l'a bien fixé en place. Il a commencé à vidanger toute l'huile moteur et a découvert qu'il y avait un problème avec les variateurs de cam. Les variateurs de cam ou le système VTC contrôlent l'ouverture et fermeture des soupapes pour améliorer les performances du moteur, et c'est un problème ou défi répandu surtout dans les moteurs TFSI. Les variateurs de cam ont causé la fuite d'huile qui était présente. Cette fuite affecte le niveau d'huile et endommage le moteur à long terme, bien sûr. Alors il a commencé à enlever des pièces de l'ancien système VTC et à monter de nouvelles pièces pour résoudre complètement ce problème. Les variateurs ou nouvelles pièces garantissent un timing de soupape correct et une combustion idéale. Il a sorti l'ancien filtre à huile et a monté à sa place bien sûr un filtre neuf. Il a pris de la nouvelle huile moteur et a commencé à mettre exactement 5 litres. Il a fini le remplissage et est allé faire tourner la voiture et elle a démarré avec lui normalement dès le premier coup et le son du moteur n'avait aucun problème et était très doux. Il n'y avait pas de fumée qui sortait de l'échappement, mais soudain une fuite d'huile apparaît qui vient dessous la voiture. Cette fuite d'huile venait exactement du joint de la ligne de retour du turbo. Alors il a pris un nouveau joint et a commencé à le monter dans la ligne qui avait le problème. Il a fermé les clips du pare-choc et ses vis du dessus. Il a monté les jantes à leur place et descend la voiture au sol. Après ça, il est sorti essayer la voiture et elle n'avait aucun problème du tout. Comme ça, on a fini le boulot sur la première Audi modèle S3. On commence maintenant avec la R8, qui était notre sujet aujourd'hui en fait. Il a pris une jante Lamborghini qu'il avait comme solution temporaire pour rentrer la voiture dans le garage, mais maintenant la voiture tourne et a démarré normalement. C'est un bon signe que le moteur lui-même est sain. Donc ça va nous faire économiser sur le coût de réparation, bien sûr. Il a commencé à la descendre et la rentrer au garage. Il a fait venir son pote Liam pour lui faire la surprise avec la voiture. Parce que comme on l'a dit, cette voiture va être réparée et sera un cadeau pour son pote Liam au final. Cette voiture n'avait que 7000 miles au compteur. Bien sûr, c'est un chiffre très faible, et la preuve que la voiture était en bon état avant l'accident. Le choc ici avait touché l'aile arrière gauche, et la jante, bien sûr, et aussi le pare-choc. C'est clair que le phare est intact. Rien ne lui est arrivé puisqu'il marche normalement. C'est logique et prévisible que le support du spoiler ne soit pas intact. Cette Audi R8 a le même châssis et moteur que la Lamborghini Huracan. C'est quelque chose qui rend sa réputation très particulière. Le tableau de bord indiquait que la pression des pneus était élevée. Une pression excessive des pneus peut affecter la stabilité et le confort et causer une usure irrégulière des pneus. Et la voiture avait besoin d'une vidange moteur. C'étaient tous les problèmes qui apparaissaient sur le tableau de bord. L'intérieur était dans un état très propre et on voyait qu'elle était bien entretenue à l'origine. La voiture avait un soft limiter jusqu'à 3000 RPM. Bien sûr, c'est une protection pour le moteur jusqu'à ce qu'il le répare. Il a essayé de passer la voiture en position D en gardant le pied sur le frein, mais il a entendu un bruit de casse qui venait des freins. Ce bruit de casse est généralement un fort indicateur qu'il y a un problème mécanique dans les freins arrière. Il a commencé à lever complètement la voiture pour inspecter les pièces sous le bras arrière et l'arbre de direction qui vont être changés. La roue arrière gauche tourne normalement, mais l'arbre de direction lui-même ne tourne pas avec elle. Donc ça confirme que l'arbre de direction ou le coupleur est cassé ou déconnecté. Le disque de frein est intact et les plaquettes aussi sont correctes, mais l'étrier de frein à main électronique avait un problème. Mais cette pièce, il peut acheter la même sur d'autres voitures, pas forcément sur une R8, comme par exemple le modèle Q5S ou même l'A3 S-Line. L'échappement ou le système d'échappement n'avait pas de dégâts visibles. Il est allé sur eBay et a ajouté toutes les pièces qu'il voulait acheter. Le prix total était dans les 13 000 $. Il a ajouté aussi un pare-choc arrière et un phare et une aile. Il a aussi commandé la pièce du dessus, qui est le side blade en aftermarket, fait complètement en fibre de carbone. Certes, la fibre de carbone réduit le poids, mais il l'a acheté exprès pour donner un look très sportif.
La réparation de cette voiture va être simple parce que c'est juste du démontage-remontage. Il n'y aura pas de soudure ni de découpe dans la tôle elle-même et ça garantit de préserver la structure d'origine de la voiture. Même s'il veut la vendre, il ne perdra pas une grosse somme dessus. Il faut démonter cette pièce latérale, d'abord pour pouvoir démonter les pièces derrière. Cette pièce, ses vis se trouvent de l'intérieur. Il a commencé à démonter les vis des pièces plastiques autour du moteur pour pouvoir atteindre les vis de l'aile. La vis principale était un peu coincée. Il a commencé à démonter la vis du side blade supérieur pour pouvoir la sortir. Il l'a démontée de sa place et a commencé à démonter la pièce du contour de porte de l'intérieur. En même temps, son père a commencé à démonter la doublure intérieure de l'aile. Il a commencé à démonter les vis de l'aile arrière et aussi son père est allé démonter le pare-choc arrière. Il a démonté le phare et l'a sorti de sa place. Ils ont découvert que les supports de fixation des éclairages étaient très endommagés à cause de l'accident. Il a commencé à démonter les vis du spoiler du dessus et après ça, il est allé au support du phare qui était cassé et a sorti le cache plastique qui se trouve sous le spoiler directement. Après avoir atteint les vis de l'aile, il a commencé à les démonter une par une. Après ça, il a démonté la partie supérieure du pare-choc arrière et finalement, il a pu démonter toute l'aile et derrière, il démonte le crash bar. Il était cassé d'une façon irréparable du côté gauche, donc il va être obligé d'en prendre un autre. Et comme on l'a dit, le support du phare était coupé en deux à l'origine, donc il faut en prendre un complet. Pour démonter cette pièce plastique, il a fallu démonter tout le seuil. Et bien sûr, pour démonter le seuil, il faut démonter la porte d'abord. Le premier truc sur lequel il faut bosser, c'est cette partie de suspension. Parce que pour la bouger, il faut monter ce bras cassé à sa place. Il voit ici que l'arbre de direction bougeait, mais ne fait tourner rien avec lui. Il n'y a aucune connexion entre lui et la roue. Le frein à main électronique était foutu. Il a acheté un arbre moteur sur eBay qui coûtait 170 $. Et c'est un prix très raisonnable. Il a commencé à démonter le disque arrière. Après ça, il a démonté toute cette partie de frein. Il a monté le nouvel arbre et refermé les freins. Ce frein à main doit avoir un gros moteur placé derrière. Ce moteur, c'est lui qui tire les freins électroniquement au lieu du câble manuel. Il est supposé tourner et appuyer sur les pistons dans l'étrier arrière, donc ce moteur est tombé du choc. L'étrier avec le moteur de frein à main était disponible sur eBay et coûtait 270 $. Acheter cette pièce d'occasion sur un site connu comme eBay fait économiser beaucoup sur les coûts. Mais Armstrong a réussi à acheter juste le moteur qui coûtait 20 $, et ça lui a fait économiser énormément. Il l'a pris et a commencé à le monter et à connecter sa connexion et a commencé à le visser correctement avec toutes les vis de la zone. Comme ça, la roue sera bien stable à sa place. Mais c'est pas le résultat final, parce que le bras inférieur doit encore être changé. Il a d'abord essayé la voiture. Le bruit de casse qui apparaissait au début a complètement disparu maintenant. Et c'est la preuve que le boulot jusqu'à maintenant va dans le bon sens. Il a commencé à démonter le seuil du dessous. Après ça, il a démonté les pièces plastiques. Comme ça, il a démonté toutes les pièces du car arrière pour commencer à changer les pièces détruites. Il va chercher une nouvelle jante. Il a démonté la boîte du filtre à air qui contient le filtre à air. Il remarque que le support du système d'échappement est cassé. Il a démonté le filtre à air de l'autre côté. Après ça, il a commencé à démonter toutes les vis qui tiennent la partie châssis arrière dans la voiture et a démonté complètement cette partie. Il a pris un marteau et a commencé à redresser avec une partie du châssis de l'aile arrière sur laquelle se monte le phare. L'utilisation du marteau est considérée comme une solution temporaire à l'origine et pas précise du tout. Mais pour qu'il n'y ait pas d'espace entre le phare et l'aile, il a tapé dessus en plus, donc cette partie est sortie plus haut que nécessaire. Comme ça, ils ont besoin de démonter complètement l'aile pour pouvoir faire redescendre ce bout. Rapidement, il démonte l'aile et a pris une flamme de soudure et a commencé à chauffer les parties du châssis qui entourent le phare. Le chauffage, bien sûr, rend le métal plus souple et permet de le redresser avec plus de précision, parce que le marteau et taper à froid n'est pas une solution adaptée avec ces pièces. Il a commencé à chauffer avec et redresser la partie pour qu'au final le phare se monte sans aucun espace. Il a remonté l'aile. Il a commencé à faire les supports du phare pour qu'il soit bien stable à sa place, pour garantir qu'il ne bougera pas ou tombera de sa place définitivement. Il a bossé sur l'étape de remontage de la porte et Liam montait les ouvertures d'aération de la voiture. Ces ouvertures d'aération sont importantes pour refroidir certaines parties ou améliorer l'aérodynamique. Il a d'abord pris la vitre et a commencé à la monter. Après ça, il a pris la garniture de porte et a commencé à la monter et bien la fixer en place. Il a essayé la vitre et a trouvé qu'elle était de travers, pas montée correctement contrairement à l'autre porte, dont la vitre n'avait aucun problème. Il a démonté la garniture pour voir exactement où était le problème, mais il va la laisser maintenant et y revenir plus tard. Il a pris une partie du capot moteur arrière. Ici, il l'a acheté en fibre de carbone pas normale. Il a commencé à démonter l'ancien et monter le nouveau à sa place. Il a acheté un nouveau catalyseur qui était beaucoup plus léger que l'ancien d'origine. Et ça, c'est la forme du downpipe. Le downpipe ici est considéré comme la première partie du nouveau système d'échappement sport. Il a commencé à le monter dans la voiture, et le downpipe, même s'il est modifié, on y monte généralement le capteur d'oxygène. Les capteurs qui se montent dans le downpipe doivent être branchés solidement pour donner de bonnes lectures. Le nouveau système d'échappement n'a pas de filtre ou DPF dont la fonction est de réduire les émissions nocives de l'échappement. Bien sûr, autant qu'il peut, ça va rendre le son de la voiture plus fort et puissant. Mais il y a aussi un problème. Ils vont rencontrer des problèmes dans la lecture du capteur d'oxygène situé après le filtre, parce que l'ordinateur s'attend à la présence du filtre DPF dans le stock
et sa lecture aussi. Comme ça, il peut être obligé de faire une reprogrammation exprès pour que la lampe de check engine n'apparaisse pas, parce que la programmation annule les lectures de ses capteurs pour que la lampe de panne n'apparaisse pas sur le tableau de bord. Il a commencé à monter le reste des pièces du système d'échappement, comme le montage des tuyaux intermédiaires ou mid-pipe et aussi les connexions finales pour fermer complètement le système d'échappement. Ça, c'est les tuyaux arrière et le silencieux final ou ce qu'on appelle le muffler. Ce muflet ou boîte d'échappement est responsable de réduire le bruit de l'échappement. Et c'est la dernière pièce de tout le système. Chaque pièce, bien sûr, qui se monte à sa place, a des joints métalliques pour empêcher toute fuite de gaz d'échappement. Entre les tuyaux d'échappement et le châssis, il y a des bandes d'isolation thermique qui se montent à certains endroits derrière l'échappement. Cette isolation thermique est très importante, bien sûr, pour protéger les pièces de la voiture de la très haute température de l'échappement. Après ça, il a monté le tuyau de dépression et c'est lui qui contrôle l'ouverture et fermeture des clapets d'échappement. Ces clapets d'échappement permettent de contrôler le niveau sonore de l'échappement selon le mode de conduite lui-même. Après avoir fini tout ça, il a fait tourner le moteur pour entendre le son de l'échappement après les modifications. Armstrong ici a récupéré toutes les pièces qui étaient cassées suite à l'accident, comme le diffuseur arrière, et aussi le splitter avant et les petites ailes avant connues, sous le nom de canard qui aident de façon très simple à diriger l'air et donnent un look plus sportif et agressif. Et aussi, il a commandé les seuils latéraux. Bien sûr, parmi ces pièces, il y en a qu'il a achetées normales et d'autres qui étaient en fibre de carbone. Toutes ces pièces venaient de la société Auto RD. Il a pris le splitter avant et a commencé à mettre dessus de la colle autour de tout son cadre. Bien sûr, il faut utiliser une matière très forte pour garantir sa bonne stabilité. Après ça, il l'a monté dans la voiture. Il l'a aussi fixé avec des vis du dessous pour garantir qu'il ne tombe pas. Après ça, il a commencé à monter les canards qui se montent sur le pare-choc avant sur les côtés. Il a fini et a commencé à monter la dernière pièce arrière qui a la même idée que les petites ailes, les canards, mais qui est spécialement conçue pour se monter sur le pare-choc arrière. Il va monter le phare arrière. Après avoir fini le truc dans lequel il l'a bien attaché avec ses vis et fermé, il a commencé à monter la partie supérieure du pare-choc. Après ça, il a monté le nouveau pare-choc avec son nouveau diffuseur. Il a pris le logo Audi et a commencé à le monter sur le pare-choc arrière. Ils ont aussi pris le nouveau seuil en fibre de carbone. Il a commencé à mettre la matière dessus. Après ça, ils l'ont monté sur la voiture elle-même. On arrive maintenant à la pièce qui donne le plus de look sportif à la voiture. C'est le spoiler et comme d'hab, c'est sûr qu'il n'allait pas la louper. Il a acheté un en fibre de carbone. Il a commencé à le fixer bien sur ses supports. Mais les supports qui sont dans la voiture sur lesquels se monte le spoiler, il doute qu'ils ne soient pas corrects ou alignés. Malgré ça, ils ont monté le spoiler et il n'y avait aucun problème au montage. Et les écarts droite et gauche étaient corrects. Ils ont monté la pièce derrière le capot moteur bien à sa place. Ils ont fermé le capot moteur définitivement. Et en dernière image, ils ont monté la nouvelle plaque d'immat de la voiture qui lui est propre. Et comme ça, on peut dire que la partie avant et arrière de la voiture sont finies. Et le vrai boulot commence. La vitre n'avait pas de lampe de panne visible avec. De façon générale, ils ont essayé la voiture et aucun problème n'est apparu. Et après ça, autour de son garage, il a fait un tour très rapide. Après ça, ils sortent sur Wilshire, l'endroit spécialisé avec lequel Armstrong bosse pour les jantes sport. Il trouvait que cette jante était très adaptée pour une coupée sport allemande comme ça. Donc rapidement, ils l'ont achetée et montée. En revenant, ils ont remarqué qu'il y avait une surprise et que la lampe de panne s'est allumée. Et c'est à cause du filtre DPF dont on a parlé. La solution de ça va être par la reprogrammation. Pas plus. Ils sont allés dans un endroit pour régler la pression d'air et les angles des roues. Le technicien qui était là a découvert que l'essieu arrière ou bras de direction, un d'entre eux avait une courbure légère qui ne se voit pas à l'œil nu. Bien sûr, ça va faire que les pneus s'usent rapidement et se finissent avec le temps. Ils ont reprogrammé la voiture pour que la lampe de panne disparaisse, et après avoir fini, effectivement, la lampe de panne a disparu directement. Il est rentré avec l'Audi finalement au garage. Il l'a montée sur une balance pour voiture pour voir combien elle pèse maintenant. Ils ont découvert que le poids de la voiture a diminué d'environ 100 kg par rapport à son poids d'origine, et c'est à cause des nombreuses pièces en fibre de carbone qu'il a monté. Le poids total ou curb weight a atteint 1540 kg. Et comme ça, on a fini le voyage de réparation et modification de cette R8. Merci beaucoup si t'es arrivé jusqu'à cette minute. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne et écris-nous sur quoi tu veux que soit la prochaine vidéo. C'est tout, salut!